Des experts, des astuces. L'émission complice de votre vitalité. Isabelle Huot. De 2014 à 2022, on a eu 3073 cas déclarés, ils ne sont pas tous déclarés de maladie de Lyme au Québec. Il semble avoir une augmentation de la prévalence. Il y a des conséquences sur la santé physique, sur la santé mentale. Et il y a comme une méconnaissance dans le milieu médical de cette maladie-là. C'est sous-diagnostiqué, les traitements ne sont pas à point. Mais j'ai une spécialiste pour vous, puis ça tombe bien parce que c'est notre chroniqueur hebdomadaire, Dr Lynne Desautels, qui est avec nous. Allô, Lynne? Salut! Ça va bien? Ben oui, écoute, toi, tu es une spécialiste de la maladie de Lyme. On en a peu au Québec. On voit la prévalence qui est en augmentation. Je veux qu'on commence au début, là. Ces tiques-là, ils transmettent des pathogènes. C'est quoi? C'est des bactéries? C'est des virus? Ben, écoute, Isabelle, c'est quand même, comment je pourrais te dire, bien complexe, hein, tout ça. C'est qu'on ne soupçonne pas que beaucoup de maladies chroniques seraient d'origine infectieuse. Puis c'est pas juste une infection aiguë. C'est une infection qui se chronicise. Ce sont des bactéries, oui, des virus, ça peut être des champignons qui vont aller se cacher dans le corps puis créer, je te dirais, de l'inflammation ou débalancer le système immunitaire. Et ça peut se loger un peu partout dans le corps. Alors, il faut se poser la question, quand on est devant une maladie chronique, je pourrais te donner des exemples parce que c'est des infections qui sont des grands imitateurs de la polyarthrite rhumatoïde, la sclérose en plaques, si ça touche le cerveau au niveau neuroinflammation, neurodégénératif. Bref, il y a plein d'exemples comme ça qui pourraient, fibromyalgie, maladie d'Alzheimer, qui pourraient être d'origine infectieuse. C'est des petites tiques bien tannantes, hein, parce qu'elles se reproduisent, puis quand elles piquent ou elles mordent, elles vont anesthésier la région. Puis c'est tout petit. Fait qu'à un moment donné, on le sait pas. Fait qu'il faut être à l'affût que ça existe, puis qu'il y a aussi des régions où c'est plus à risque que d'autres. Justement, on a une diapo, la diapo 3, justement, où on voit les régions qui sont les plus touchées par la maladie de Lyme, là. Si tu peux me décrire, ça semble l'Estrie, là. Oui, beaucoup en Estrie, en Montérégie. On voit que la région aussi de Montréal, Lanaudière, la Mauricie sont impliquées. Mais à travers le Canada, c'est de plus en plus fréquent. Puis l'autre chose que je peux dire, c'est que les bactéries ou les pathogènes qui sont transportés par les tiques, ben elles voyagent. Les tiques là, ils savent pas s'ils sont aux États-Unis ou au Canada là, hein, ils savent pas qu'ils ont passé la frontière. Alors, il faut devenir de plus en plus ou meilleur à savoir c'est quoi les types de pathogènes. Puis là, ça cause un problème parce qu'il y a des espèces, il y a des nouvelles espèces, puis souvent ce qui arrive, on veut avoir un test positif pour dire oui, c'est ça. Mais la maladie de Lyme, ça ne se diagnostique pas avec des tests. C'est une histoire, c'est un contexte clinique. Il faut avoir des évidences de probabilité. OK, parce qu'un test, docteur Desautels, un test sanguin, par exemple, va pas permettre d'avoir un diagnostic qui est positif. Il y a trop de faux négatifs, dans le fond. Il y a énormément de faux négatifs parce qu'on teste pour des anticorps. Puis Isabelle, on produit des anticorps très tôt quand la tique éjecte les pathogènes. Mais ces petits pathogènes-là, comme les spirochètes de la Borrelia, c'est la bactérie responsable de la maladie de Lyme. Il y a d'autres bactéries, la Bartonella, la Babesia, qui aussi vont aller se cacher très rapidement dans les tissus. Et là, ça fait appel à une deuxième phase de notre système immunitaire, ou notre système immunitaire qu'on dit cellulaire. Alors, si on ne teste pas, puis si on a une réponse négative, il faut au moins refaire le test, on va manquer notre coup. Et l'autre chose, on teste peut-être pas pour les bonnes espèces, puis on teste pas pour les co-infections. Puis les co-infections, ça peut être aussi des virus qui sont transportés par les tiques. Donc, c'est très, très complexe. Oui. J'aimerais ça que tu me parles des symptômes, parce que si on n'a pas de test,
puis que, bon, on fait fréquemment des randonnées dans des régions où on est plus à risque, puis qu'on n'a pas vu nécessairement la tique sur sa peau, comme c'est le cas d'un témoignage qu'on aura un peu plus tard, c'est quoi les manifestations, justement, que ça pourrait être la maladie de Lyme? Puis si on a une diapo, justement, que tu as préparée là-dessus, je pense que c'est la diapo numéro 5. Oui. Oui. Alors, ce qui arrive, OK, c'est qu'on va avoir un contexte. La plupart des gens ne savent pas s'ils ont été piqués ou mordus par une tique. S'il y a l'apparition très rapidement d'un érythème migrant, l'espèce de lésion cible ou de rougeur au site de la piqûre, suivi d'atteinte de l'état général, on peut avoir une fatigue qui s'installe. Par la suite, on peut avoir des symptômes de douleur musculaire, articulaire, qui se promènent un peu partout. On peut même avoir de l'inflammation articulaire. On peut avoir des symptômes neurologiques, neurologiques, autant le brouillard mental que les maux de tête, les vertiges, des spasmes musculaires. On peut avoir aussi des symptômes cardiaques, des palpitations, des troubles du rythme, des douleurs en serrement. On peut avoir, si certains pathogènes sont présents, comme la babésia, avoir je te dirais, le souffle court. Et la Bartonella va donner des fois un signe qu'on appelle la griffe de chat, comme si on avait été griffé par un chat au niveau de la peau. Donc, il y a des signes et symptômes qui, dépendamment du pathogène, vont se retrouver. Il y en a qui partagent les mêmes symptômes. Alors, il faut savoir faire un questionnaire clinique sur les différents systèmes qui peuvent être touchés. Mais le diagnostic, Lynn, est très difficile parce que c'est des symptômes qui sont non spécifiques, qui pourraient être reliés à une maladie auto-immune, par exemple. Absolument. En fait, le problème, c'est qu'une infection qui se chronicise va débalancer éventuellement le système immunitaire ou va créer de l'inflammation. On appelle le cercle vicieux des 3 I. Infection, inflammation, immunité. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qui cause quoi? Puis par où on commence? Mais ça prend des connaissances. Puis aussi, comment questionner puis suivre les patients dans le processus. Pourquoi les médecins ici, par rapport aux médecins aux États-Unis, ne semblent pas croire à cette maladie-là? Pourquoi ils refusent d'embarquer dans un processus de traitement? Ta question est bonne. J'en ai aucune idée. Moi, je pense que c'est épeurant. Ça, trop longtemps, on a ignoré la possibilité que ça pouvait être la maladie de Lyme. Combien de patients se sont retrouvés à se faire dire que c'est dans leur tête, que ça se peut pas, que ça existe pas? Je pense que c'est le temps de remettre les pendules à l'heure. Et je pense que le contexte de la COVID nous a amené, parce que la COVID, ça ressemble un peu, ça a le même un petit peu tricky, là, ça a le même effet sur les différents systèmes que les infections bactériennes chroniques comme la maladie de Lyme. Les gens qui ont la COVID longue. Mm-hmm. Donc, on se retrouve à s'être réveillé un peu, à dire, oups, les infections chroniques, ça peut exister. Les infections chroniques à long terme, ça cause des symptômes. Et ces symptômes-là amènent une atteinte fonctionnelle, amènent d'autres choses. Tu peux avoir des symptômes psychologiques aussi. Tu sais qu'il y a eu des publications dernièrement aux États-Unis par rapport au fait que la seule manifestation clinique pouvait être la dépression, qui était d'origine infectieuse. Et naturellement, il y a un plus haut taux de suicide chez ces patients-là. Oui, parce on l'a que, vu. Puis moi, je veux lire. Les jeunes filles, on a vu Stéphanie, je sais pas si c'est Stéphanie qui a eu l'aide médicale à mourir. Puis Stéphanie Lavoie. Moi, je veux lire quelque chose. Je veux juste décrire un peu ce que les patients vivent. OK? Puis pourquoi ils viennent nous voir? Parce qu'ils sont devant, excuse-moi en anglais, le terme un dead end. On se promène, on se promène de médecin en médecin. On ne sait pas ce qui nous arrive. On devient de moins en moins fonctionnel au point de se demander si la vie vaut la peine d'être vécue. Ainsi, on se dit que c'est ça, c'est pour être ma vie, qu'est-ce que je fais avec ça? Puis aussi, on nous fait croire qu'on est fou
Combien de personnes sont venues dire « Hey, on m'a dit que c'était dans ma tête, on m'a dit que ça n'existait pas, on m'a dit ce que je vis, on invalide ce que les patients vivent. » Ça devient comme « Hey, c'est-tu moi qui est pas correct? » Puis on essaye, alors qu'on essaye de comprendre, on n'est pas reçu dans ce qu'on vit. Alors ça, c'est une histoire classique, et de médecin en médecin, on essaye de trouver des diagnostics parce que les manifestations cliniques, souvent les paramètres vont dire ben non, c'est pas la sclérose en plaques ou c'est pas la polyarthrite rhumatoïde parce que vous ne correspondez pas aux critères diagnostiques ou autres. Donc, c'est un diagnostic d'exclusion des autres problématiques. Puis quand on arrive au diagnostic, c'est quoi le traitement? Y en a-tu des traitements au Québec où il faut aller se faire soigner aux États-Unis? Il y en a. Mais il faut comprendre. C'est le parcours du combattant pour celui qui essaye de traiter aussi. Parce que moi, j'ai développé mon expertise, Isabelle, depuis 2016. Je suis allée étudier parce que l'expertise au Québec, elle est à développer. Il faut connaître ce que c'est. Il faut éduquer les professionnels de la santé pour être sensibles ou sensibilisés au fait que les infections chroniques sont là. L'autre chose, il faut comprendre que c'est quand même assez difficile parce qu'il faut utiliser des multiples médicaments si on veut. Et il y a des approches conventionnelles où on utilise naturellement les antimicrobiens. Okay, là, je t'amène sur la diapo 8, Lynn, où tu parles du traitement conventionnel, antibiotique, antipaludique, antiparasitaire. Fait que ça, c'est vraiment une trithérapie, là. Oui, ça ne veut pas dire qu'on les donne tous en même temps. Puis quand on utilise des antibiotiques, on essaye de faire des rotations d'antibiotiques parce qu'on sait que les bactéries peuvent développer une résistance. Mm-hmm. Aussi, il faut contrôler la réaction qu'on appelle ERX parce que quand on détruit des bactéries ou des tissus avec des antibiotiques ou d'autres produits, on déclenche une réponse inflammatoire et ça peut être difficile à supporter. Faut s'occuper aussi du foie, hein. Quand on donne de multiples médicaments, faut s'occuper de regarder si la personne, au niveau de la fonction hépatique, est capable de supporter le médicament ou les traitements. Faut regarder le système immunitaire parce qu'il est sollicité, le système immunitaire. On détruit des bactéries, OK? Alors, on essaye de faire un plan de traitement. Ça demande un suivi clinique aux 3, 4, 5 mois, dépendamment des patients. Donc, il faut avoir un bon suivi, mais aussi paraclinique pour être sûr que le traitement ne devient pas toxique pour le patient ou la patiente que l'on traite. L'autre chose, il faut aussi avoir une approche qui est, je te dirais, multidisciplinaire. Qu'on traite des patients avec des antibiotiques ou d'autres médicaments de soutien pour contrôler, je sais pas, les champignons qui peuvent se développer ou encore l'inflammation qui peut se développer, ben il faut vraiment, mais vraiment supporter les patients et les impliquer dans leur traitement. Parce que si tu manges du sucre puis tu fais pas attention à ce que tu fais, tu vas augmenter le phénomène inflammatoire. Donc, l'alimentation est importante. Certains suppléments sont importants. Puis on Quels peut aussi... suppléments, par exemple, docteur Deshôtels, là, vous conseillez dans un cas comme celui-là? Ben, la vitamine D, il peut y avoir des probiotiques à prendre. Il y a certains suppléments, puis je veux pas aller dans le détail parce que ça devient un peu complexe, mais qui vont aider à briser l'espèce de glu, de colle que les bactéries s'entourent d'eux. Il faut détruire ce biofilm-là parce qu'ils sont vraiment, mais vraiment intelligents. Hein? Des spécialistes, il y en a combien au Québec, là, les médecins spécialistes en maladie de Lyme? J'ose pas répondre. Mais il y en a pas. J'ose pas répondre. J'ai une invitée discrète en studio ici à côté de moi qui me dit qu'il y en a 2. Ben, en tout cas, en ce moment, il y en a 2. Il y en a peut-être d'autres qui essayent. Il y en avait peut-être
plus. Mais le problème, c'est que quand tu essaies de faire cette pratique-là, tu sors des normes habituelles de pratique. Alors, c'est pour ça qu'il faut développer notre expertise. Moi, j'ai voulu la développer parce que j'ai quand même une base de microbiologie, hein. J'ai un bac en micro, j'ai une maîtrise, j'avais des notions qui me permettaient de le faire, puis je suis allée étudier à différents endroits avec les meilleurs au monde pour me solidifier sur comment aider les patients et surtout donner l'accessibilité aux patients au Québec, ici, à une certaine accessibilité à une façon de faire. C'est à développer. Qu'est-ce que tu dis, Lynn, à quelqu'un qui vit avec plein de symptômes, ceux qu'on a mentionnés tout à l'heure, que son médecin ne croit pas du tout que c'est ça, que c'est peut-être plus de la dépression, que c'est dans sa tête. Qu'est-ce que tu dis? Puis que la personne, elle n'est pas bien, puis elle sait qu'il y a quelque chose qui va pas bien. Donc oui, on peut aller à ta clinique, CMIE. Qu'est-ce qu'elle fait, cette personne-là, avant d'être totalement découragée? Bien, il faut consulter. Il faut consulter, mais c'est les endroits où on consulte qui sont rares. L'autre chose, on est en privé, mais là, c'est pas une question de privé puis de public. Moi, je ne demande pas mieux que de travailler main dans la main avec des spécialistes au public. On implique le patient, on l'éduque, on lui parle, on lui dit qu'il y a de l'espoir, on commence quelque chose, on le supporte psychologiquement. C'est les ressources qui sont rares aussi. Ça va prendre du financement pour développer des tests aussi. Alors, je pense que c'est l'ensemble de tout ça. Il faut ouvrir vers la compréhension, arrêter de juger, puis peut-être former les médecins ici. Alors, moi, j'ai fait une formation de 3 heures avec une naturopathe qui est docteur en naturopathie, qui a étudié au niveau universitaire, parce que je peux pas m'occuper de tous les aspects, puis mon cadre professionnel ne me le permet pas. Alors, je travaille en équipe. Je travaille en équipe avec des gens qui m'aident à accompagner les patients, à les conseiller. Alors, il y a de l'espoir, mais il faut former d'autres médecins. Faut former des infirmières à nous aider à accompagner les patients parce que moi, je peux pas tout faire. Puis l'autre chose, pourquoi on fait ça? Parce que les visites de documenter ou de collecte de données ou de suivi clinique peuvent tellement être faites par une infirmière et ça coûte moins cher aux patients. Je retiens, Lynn, qu'il y a de l'espoir et je te garde pour le prochain épisode avec un beau témoignage. Merci Isabelle, à tantôt. Merci.